Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, la réélection du président Denis Sassou Nguesso dès le premier tour de la présidentielle du 20 mars 2016 est toujours contestée par l'opposition. Le dialogue politique entre pouvoir et opposition reste un défi dans le pays. Également dans l'actualité, au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 27 août 2016. La distribution des cartes aux électeurs a d'ores et déjà débuté et se tiendra pendant 2 semaines. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis en Côte d'Ivoire, le Trésor public a lancé une émission de 150 milliards de francs CFA en obligations islamiques, un recours qui devrait permettre de diversifier les sources de financement budgétaire du pays. Mais tout d'abord, en République centrafricaine, après 4 jours de détention, Jean-Francis Bozizé a été placé en liberté provisoire sous contrôle judiciaire ce mardi 9 août. Il a l'interdiction de quitter le territoire. Le fils de l'ancien président de la Centrafrique, François Bozizé, avait été arrêté le 5 août. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est poursuivi notamment pour détournement de fonds publics, assassinat et torture. Le dialogue politique est-il encore possible en République du Congo depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars 2016? Les contestations se multiplient du côté de l'opposition. Pour cette dernière, la seule manière d'apaiser les tensions serait l'instauration d'un dialogue inclusif auquel serait associée la communauté internationale. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou, commenté par Idlat Mirabel-Bissou. L'élection présidentielle du 20 mars 2016 a été sans doute l'événement marquant de cette année au Congo. Mais au lendemain du vote qui a permis la réélection du président Denis Sassou Nguesso, certains opposants se disent victimes d'un déséquilibre de force. Ils ont dénoncé les arrestations politiques comme celle de Jean-Marie Michel Mokoko et encerclement des domiciles de certains candidats malheureux de la dernière présidentielle. Le dialogue serait pour l'opposition le moyen de sortir de cette crise politique. Le pouvoir illégitime de Brazzaville devrait suivre la voie de la sagesse préconisée par la communauté nationale et internationale en ce qui concerne la tenue d'un dialogue national inclusif devant des témoins impartiaux afin de définir de façon concertée et consensuelle l'avenir des institutions. Ce dialogue national serait l'occasion de solder tous les contentieux pour envisager de façon sereine et clairvoyante l'œuvre d'édification de la nation congolaise dans la paix et la concorde nationale. Le gouvernement de la République est disposé à dialoguer avec tous les acteurs politiques, même ceux qui n'acceptent pas de s'asseoir sur la même table que lui. Le dialogue ne devra s'organiser que selon les dispositions constitutionnelles. Le dialogue, c'est une disposition politique, psychologique et morale. C'est-à-dire, est-on prêt à échanger de manière apaisée avec ceux qui ne partagent pas forcément notre opinion? Et cela, je dis oui. C'est une prédisposition, en tout cas celle du gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, celle du président de la République qui a toujours, vous le savez, privilégié le dialogue. Il y aura dans les prochains mois une instance constitutionnelle qui pourra servir de réceptacle à toutes les formes de dialogue qui pourront être demandées par la classe politique. En effet, la Constitution constitue un Conseil national du dialogue placé sous l'autorité du président de la République. Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Aujourd'hui, le climat politique semble plus apaisé, même si le dialogue n'a pas encore eu lieu. L'échéance de la présidentielle approche au Gabon. L'élection est prévue le 27 août 2016. La distribution des cartes d'électeurs tant attendue a débuté ce mardi 9 août. Une opération qui se déroulera jusqu'au 25 août sur l'ensemble du territoire national, comme nous l'explique notre correspondant Serge Kofi. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs pour la prochaine élection présidentielle ont débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire gabonais. Ici à l'école urbaine centre, au cœur de Libreville, les premiers électeurs ont reçu leurs cartes dès 8 h du matin. Chaque arrondissement possède un centre de distribution dans lequel on note une relative affluence. On a eu l'habitude de récupérer, de retirer nos cartes d'électeurs au niveau des différents centres de vote. Mais le retrait a été centralisé uniquement au niveau de l'école pilote
Donc imaginez-vous une maman qui habite les PK8, partir de là-bas pour venir retirer sa carte d'électeur. Mais imaginez, il faudrait que les différents éléments, les différents personnels qui a été commis à cet effet soient effectivement déployés au niveau des différents centres de vote. Là, les populations, on va vers les populations. Ce n'est pas les populations d'aller vers. Une autre constatation, c'est que c'est pas en ordre. Les cartes ne sont pas en ordre alphabétique, ce qui fait que ça ne facilite pas la tâche. Bon, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de souci. Cette liste électorale comprend un collège de 628 124 citoyens en âge de voter au Gabon et à l'étranger. Les électeurs gabonais ont jusqu'au 25 août pour retirer leur carte d'électeur. L'organisation a bien voulu que tout soit centralisé et les choses se passent à merveille depuis le matin. Et on reçoit beaucoup de monde depuis le matin, donc ça va, on essaie de gérer. Déjà, on aimerait bien savoir dans quel centre il vient, d'abord pour commencer, et ensuite le bureau pour nous faciliter la recherche justement. Et après, une fois que nous avons tout ça, on prend son nom et on essaie de fouiller. Nous sommes là de 8h à 17h. Si 18h, s'il y a une foule, il n'y a pas de souci. Ali Bongo Ndimba, candidat à sa propre succession, devra affronter 13 adversaires pour cette course vers le palais du bord de mer. La campagne électorale qui s'ouvrira le 13 août permettra aux électeurs gabonais de se faire une idée des différents plans de société présentés par les candidats. Deuxième sukuk émis par la Côte d'Ivoire en moins d'un an. Le Trésor public ivoirien a émis au début du mois d'août un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sous forme d'obligations islamiques. L'objectif de ce financement serait de soutenir le secteur privé et de développer les infrastructures dans le pays. Les explications de Birama Sonera. 150 milliards de francs CFA sur le montant de l'emprunt obligataire lancé par le Trésor public ivoirien. Cette opération est faite sous forme d'obligations islamiques appelées soukouk. Il s'agit du deuxième soukouk émis par la Côte d'Ivoire après celui lancé le 23 novembre 2015 sur la bourse régionale des valeurs mobilières. La finance islamique présente de nombreux atouts pour l'économie africaine. Elle permet d'attirer les capitaux de plusieurs pays, notamment ceux du Golfe. Pour les experts, contrairement à la finance traditionnelle, elle exclut toute forme de spéculation. Fort de ces constats, plusieurs pays du continent s'y lancent, envie de diversifier leurs sources de financement. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays d'Afrique, se rendent compte que la finance islamique représente un peu la réalité du marché, qui est que les marchés financiers standards qu'on connaissait ont beaucoup de mal à mobiliser les fonds nécessaires pour des projets aussi grands que les projets de développement de beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. D'une maturité de 7 ans, cette nouvelle opération s'inscrit dans le programme d'émission de soukouk de 300 milliards de francs CFA entre 2015 et 2020. La période de souscription de cette nouvelle émission s'étend du 1er au 31 août 2016. L'opération permettra au gouvernement ivoirien de financer les infrastructures et stimuler la croissance de son économie. C'est la deuxième opération qui a été lancée par la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien avait dit qu'il était sur ce marché-là pour poursuivre ses investissements et pour pouvoir apurer quelques créances que l'État avait. Il y a beaucoup de projets qui ont été financés par ces structures-là, et surtout en termes d'infrastructures et surtout pour pousser la croissance du pays. Utilisée exclusivement il y a encore quelques années par les pays du Maghreb, la finance islamique occupe aujourd'hui une place de choix dans les actions bancaires des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En 2014, le marché mondial des soukouk a atteint un record de 300 milliards de dollars. Malgré leur forte progression, les États africains n'ont émis à ce jour qu'1 milliard de dollars de soukouk souverains contre une moyenne mondiale de 100 milliards de dollars par an au cours de ces 5 dernières années. Dans le reste de l'actualité, une importante découverte de réserves de gaz a été faite ce lundi 8 août dans la région de Tendara, à l'est du Maroc. Après 4 mois de forage, un potentiel de plus de 6 milliards de mètres cubes par an a été découvert. Des réserves significatives que la société marocaine OGIF pourrait exploiter en partenariat avec une société britannique. À l'heure des Jeux Olympiques, de nombreux athlètes ont fait le choix de défendre les couleurs de leur pays d'origine plutôt que celles de leur pays d'adoption. Beaucoup de sportifs présents à cette 31e édition qui se déroule au Brésil sont concernés par ce phénomène de naturalisation. Les détails de Corinne Camdem. Les naturalisations express sont devenues assez courantes dans le sport.
Les Jeux Olympiques 2016 confirment ce phénomène. Nombreux sont les sportifs qui ont fait le choix de représenter une autre nation. Pour certains, le choix s'est porté sur le pays d'origine, à l'instar du boxeur désormais camerounais, Hassan Dam, ou encore de l'escrimeur nouvellement algérien Victor Sintès, pour ne citer que cela. Pour le pays, c'est très important d'être représenté. Même s'il n'y a qu'un seul athlète, ça fait au moins quand même parler, c'est une fierté au pays. On sait c'est un enfant du pays, malgré qu'il a tout fait à l'extérieur, il revient pour nous représenter, mais c'est toujours ça, c'est ce charme-là. Le pays est gagnant parce qu'ils auront un athlète, même s'il y en a un seul simplement, et lui, ça lui permet de se réconcilier avec le pays, et tout le monde est gagnant. Généralement, les sportifs formés hors du continent font le choix du retour à la fin de leur carrière. Une manière pour eux de ramener le savoir acquis à l'étranger et qu'ils souhaitent partager avec les jeunes générations. La plupart des sportifs, quand on retourne au pays natal, ou c'est pendant les vacances, ou alors quand on est en fin de contrat avec tout ce qu'on a acquis à l'extérieur, ramener ça pour que le pays natal puisse avoir des infrastructures, mettre tous les ingrédients pour que le pays puisse se développer. Cependant, nombreux sont les sportifs africains qui font le choix de poursuivre leur carrière dans leur pays d'adoption, comme Françoise Bango, la championne olympique en triple saut sous le maillot camerounais, désormais devenue française. Et quelques résultats sportifs des Jeux Olympiques. En handball, l'équipe masculine tunisienne s'est inclinée 23-31 face au Danemark ce mardi 9 août. C'est donc une deuxième défaite en 2 matchs pour les Aigles de Carthage qui occupent la dernière place du groupe A. Leur prochain match est prévu ce jeudi contre le Qatar. Victoire en revanche pour les Égyptiens qui se sont imposés 26-25 face aux Suédois. Ils occupent la 3e place du groupe B. Ils joueront ce jeudi 11 août contre les Polonais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.